Bienvenue, bon matin. Ce mardi 20 novembre, on vous fait un petit webinaire à propos des laboratoires créatifs. On est content de voir qu'on n'était pas les 4 seuls à aimer le concept de laboratoire créatif. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, la façon qu'on va fonctionner, donc, on va se présenter en premier. Mon nom est Pierre Lachance. Je suis conseiller pédagogique au Service national Récit Maths Sciences Technologies. Notre bureau est en Beauce. Alors, bonjour tout le monde. Je suis André-Caroline Boucher, conseillère pédagogique pour le Service national du récit domaine des arts. En ce moment, je suis à Montréal, à la CSDM, dans mon nouveau bureau. Très contente de vous rencontrer. Et l'équipe de Learn? Bonjour, je suis Thomas Stenzel, Service national à la communauté anglophone. Puis, je suis la collègue de Thomas. Je ne suis pas sur le diapo, mais c'est correct. Christine Drusdale, je travaille avec le Service national pour le secteur anglophone aussi. En fait, la diapo, on va tout la corriger parce que toute l'équipe de Learn au complet, il aurait pu être là. Donc, on va corriger ça. Donc, merci beaucoup. Donc, le plan du webinaire, on va parler un peu de l'organisation de notre petite rencontre. Donc, 70 minutes à jaser de laboratoire créatif. On va regarder un peu c'est quoi, pourquoi un laboratoire créatif. On va essayer de le définir. Je dis essayer parce que c'est un concept assez large. Vous en faites ce que vous voulez de ce concept-là. C'est ça le but. Ensuite de ça, on va parler rapidement de quelques approches qui peuvent être payantes à utiliser dans un laboratoire créatif. On va regarder des exemples. Donc, je suis en direct de la Beauce, de Sainte-Marie, dans le lab créatif qui est mobile ici. On va en discuter tantôt. Donc, je vais vous présenter avec la caméra le plus possible un peu à quoi ça peut ressembler. Même chose chez Learn, donc ils sont en direct de leur laboratoire. Donc, on va pouvoir voir à quoi ça peut ressembler ce genre d'espace. On va parler d'un site web, donc on met en place pour essayer de centraliser l'information autour du concept de laboratoire créatif. Le récit a un chantier de travail cette année, donc pour développer du matériel, des tutoriels, des façons de faire, des formations. On va vous donner des dates importantes cette année, donc à la COPS, des journées de formation et autres. Et à la fin, donc, on devrait avoir un peu de temps pour répondre à des questions que vous allez pouvoir nous écrire dans le clavardage. Donc, ça me permet de passer à la prochaine diapo. Ça tourne dans le rond. Donc, l'organisation de la rencontre. Comme je disais, on est 4 coins un peu du Québec et on va pouvoir présenter 2 labs qui existent, qui sont en fonction. Vous avez des questions, donc vous êtes venu assister à un webinaire. On est désolé de ne pas pouvoir activer les caméras de tout le monde. On aimerait ça vous jaser, on aimerait ça vous entendre. On ne pourra pas le faire tant que ça. Donc, c'est vraiment un but de vous informer, de vous présenter des choses, mais on aimerait ça vous lire. Donc, on aimerait ça que dans le clavardage, déjà, il y en a plein qui se sont identifiés. Donc, permettez-nous de savoir qui vous êtes. Direction d'école, enseignant, conseiller pédagogique, disciplinaire, récit. Donc, qui vous êtes, mettez ça dans le clavardage, s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, donc tout au long de notre présentation, on va essayer de donner des définitions, on va essayer de vous faire comprendre un peu c'est quoi les labs créatifs. Ben, si vous avez des questions, comment on met ça en place, à quoi, des questions, mettez ça dans le clavardage. On va essayer à la fin, bon, on n'essaye pas, on réussit à la fin de notre atelier d'avoir 10-15 minutes pour répondre aux questions qu'on va avoir eues. On espère pouvoir répondre à toutes. Vous avez un projet de lab créatif en marche? Dites-nous-le si on veut le savoir, parce qu'on aimerait ça vraiment qu'au Québec, là, avec ce nouveau concept-là qu'on essaie de mettre en place dans notre milieu scolaire, ben, si on n'est pas seul, ça devrait être plus facile. On va pouvoir s'aider, se donner des trucs, se faire connaître. Donc, dites-nous-le dans le clavardage, ça va être précieux, on garde ça et on essaie de se tenir au courant. Vous allez pouvoir nous recontacter par la suite pour qu'on travaille ensemble peut-être là-dessus. Et à la fin, donc, on va avoir du temps pour jaser de vos questions. Et finalement, ben, c'est sûr qu'en 70 minutes, on ne pourra pas tout dire, on ne pourra pas répondre à toutes vos questions, on ne pourra pas vous dire comment fonctionne telle machine ou quelle machine acheter. Recontactez-nous, vous avez le moyen de nous trouver sûrement quelque part sur le web. Là, donc, les courriels, on va les mettre également dans la page web qu'on a mis dans le clavardage tout à l'heure. Donc, recontactez-nous, ça va nous faire plaisir d'essayer de vous aider en mettant en place, à voir est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce qu'il
il faut que j'en fasse un. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Donc, merci déjà à ceux qui, dans le clavardage, se présentent et commencent à poser des questions. Nous, on va essayer de ramasser un peu les questions une à une et d'y répondre. Donc, rapidement, donc, pourquoi les laboratoires créatifs? D'abord, vous avez vu les combos numériques cet été avec le plan d'action numérique. C'est apparu comme une des bulles. Il y avait les appareils, les flottes d'appareils, il y a eu la robotique et il y a eu l'arbre créatif, qui n'est pas nécessairement quelque chose de très présent au Québec encore. Ça commence. Il y a eu des précurseurs, comme son scolaire Marguerite Bourgeois, je pense qu'ils sont rendus à 8 labs dans 8 polyvalentes. Learn, ont leur laboratoire. Il y a différentes écoles qui l'ont, également dans des milieux communautaires, bibliothèques et autres, mais c'est quand même pas tant répandu que ça dans notre milieu scolaire. Donc, pourquoi est-ce que c'est apparu? Ben, il y a des gens qui ont pensé que d'avoir un espace semblable, ça pourrait être une autre façon d'intégrer le numérique. Donc, au lieu d'être en classe tout le temps, avec un ordi pour 2-3 élèves, avec juste un peu de matériel, ben, si on faisait un espace où on met ce matériel numérique-là accessible aux élèves, que ça pourrait créer des choses intéressantes en lien avec le numérique et peut-être développer des choses du programme de formation également. C'est une belle ouverture sur d'autres approches. Donc, quand on est en classe, bureau très planifié, dans un lab créatif comme ici ou ailleurs, ben, on s'est plus axé sur l'autonomie. Donc, tu as une machine, des documents, vas-y. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Trouve des idées. Donc, ça s'ouvre sur des approches. Donc, davantage peut-être la créativité, l'approche design qu'on va vous jaser tout à l'heure. Exploration de nouveaux outils. Donc, dans un lab créatif, je n'achète pas 8000 imprimantes 3D. Je peux en acheter une, deux, les essayer, deux marques différentes. Donc, je peux tester. Donc, c'est une autre façon de travailler pour les nouveaux outils. Je n'ai pas besoin d'avoir 12 caméras Oculus Rift pour faire de la réalité virtuelle. J'en ai une et j'essaie de voir comment travailler avec ça. Donc, ça permet aussi ça, un laboratoire créatif. On pense que l'interdisciplinarité va être payante parce que c'est très rare qu'on va juste faire des maths avec un des outils. On ne pourra pas cibler la matière précise. Il va y avoir un peu de design, il va y avoir un peu d'autres approches, d'un peu de science, sûrement un peu de langue parce qu'on va écrire, discuter, collaborer. Donc, l'interdisciplinarité, on n'a comme pas le choix de se vivre à l'intérieur d'un lab créatif, à notre avis. Et un des buts, pourquoi on a fait ça en Beauce, entre autres, ici, nous autres, chez nous, ici en Beauce-et-Chemin, c'était de former les enseignants autrement. Donc, au lieu de dire, ben, on met 20 profs dans une salle avec un CP qui donne une formation sur tel outil, ben, on les amène au lab, on dit, ben, regarde, il y a ça te tente de faire quoi matin, puis on va essayer de te faire avancer là-dedans tranquillement. Ou, comme on est situé, tantôt, on va vous voir, alors, dans un endroit passant, mais il y a des profs qui viennent juste étirer la tête, disent hein, c'est quoi qui se passe ici, qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Donc, on va les chercher autrement. Donc, c'est les buts qui peuvent être intéressants à poursuivre avec le lab créatif. Peut-être que vous avez d'autres buts. Thomas, vous autres, vous avez mis votre lab créatif. C'était quoi l'intention de départ? Pour nous, c'était vraiment d'avoir on avait une pièce ici, mais c'était vraiment de se mettre ensemble puis d'explorer de nouveaux outils, parce que quand on travaille seul à essayer d'apprendre quelque chose de nouveau, ben, ça nous prend beaucoup plus longtemps. Alors, on voulait expérimenter, explorer ensemble, puis voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec certains microcontrôleurs ou d'expérimentation avec la programmation et aussi d'amener des matériaux comme des matériaux d'art, avoir un petit peu une approche de studio d'art, de studio de création. Et puis, éventuellement, ben, c'était notre équipe pédagogique qui travaillait ensemble, mais on a invité d'autres gens à venir, des profs, des conseillers pédagogiques. C'est un petit peu comme ça que ça a évolué. Et puis, on a rajouté du matériel. On s'est créé des journées une fois par mois pour que les gens viennent puis qu'ils expérimentent ensemble. Ça a été comme le modèle qu'on a développé de formation professionnelle, où tout le monde est un apprenant. Alors, ce n'est pas une personne qui prend la charge, mais on développe de l'expertise un petit peu dans chaque domaine, et puis on partage ensemble, puis on amène ça dans les classes aussi. C'est aussi un endroit où on peut vivre vraiment le socio-constructivisme. Et on parle de ça beaucoup, mais on ne vit pas souvent actuellement. Et
Dans le programme de formation, il parle beaucoup, c'est centré sur l'élève, mais souvent c'est l'élève qui est là juste comme consommateur, pas un participant dans son apprentissage, d'avoir un endroit où ce que les élèves peuvent vraiment fonctionner eux-mêmes, main sur les touches, main sur n'importe quoi, la peinture, les moteurs, les tissus, pour créer. La création est au centre, puis pour les enseignants aussi. Alors, c'est un petit peu de level the playing field pour que les enseignants aussi soient des apprenants et puis qu'on apprenne des élèves. Alors, tout le monde apprend ensemble. Je voulais dire aussi que ce n'est pas nécessairement un endroit. Ça peut être des bacs. Ça peut être un endroit dans une classe, ça peut être mobile, ça va dépendre des situations. Il y a des écoles où ils n'ont pas beaucoup d'espace pour créer une pièce, mais c'est vraiment un état d'esprit. Alors, on peut créer n'importe où. Le mot état d'esprit, il faut souligner ça. La première chose qu'on fait avec des participants dans nos ateliers, c'est de parler de ça. En anglais, on parle de mindset, maker mindset. Et que toutes les activités sont ouvertes. Ce n'est pas linéaire et fixe avec une but. C'est un endroit où on peut vivre aussi l'autorégulation avec la réflexion. On va parler après sur le processus de design. On va revenir sur ça. Parfait, merci. Donc, quelques mots-clés pour la définition. Donc, on essaie de définir c'est quoi. Christine l'a dit, ce n'est pas nécessairement un espace. Okay, oui, je suis présentement dans un lab créatif parce qu'on a décidé ici qu'on voulait l'avoir dans un lab, dans un espace autre que de l'amener dans une classe ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas nécessairement un espace bien défini. Des mots-clés ici que Christine avait ajoutés. Donc, c'est un environnement d'apprentissage ouvert. Donc, un lab créatif, ce n'est pas une classe, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le standard d'une classe où le prof décide du chemin qu'on va parcourir, à quelle vitesse et tout. Lab créatif, c'est vraiment plus, j'y vais, c'est l'apprenant. Donc, c'est le centre, il est au centre de ce lab créatif-là. Donc, à sa vitesse, il décide peut-être des fois du projet, des outils qu'il va utiliser, etc. Donc, concevoir, fabriquer, oui. Concevoir quoi? Ben, c'est des outils de fabrication la plupart du temps. Donc, qu'est-ce que je fabrique? Je vais avoir les concevoir. Donc, la démarche de conception, oups, je viens de nommer quelque chose qui est dans le programme de formation, peut être quelque chose d'important avec du numérique et du non numérique. Tantôt, André-Caroline va nous parler de démarche et de ce qui est fait en art. Il peut y avoir des choses qui sont non numériques à l'intérieur d'un lab créatif. Les enseignants comme les élèves sont des apprenants. C'est un des concepts. Habituellement, dans le lab ici, quand il y a des gens, ben, la personne responsable, l'enseignant, a aussi son projet personnel qu'il est en train de faire en même temps. Donc, on apprend avec le matériel de la même façon que les élèves qui utilisent le lab créatif. Projet individuel, des fois. Donc, oui, un élève peut dire, OK, je viens, comme ce matin, j'avais un bolide, peux-tu me donner le bolide 4x4 en arrière de toi, sans enlève le fil. Ouais. Donc, un élève ce matin ici avait monté ça et là, il y a eu, je fais juste rapprocher, bolide 4x4 Arduino. Il l'a monté, là, il reste à le programmer, donc il s'installe, projet individuel, il y a eu le défi. Il te reste une semaine, mon homme, pour pouvoir le programmer. Donc, il était ici ce matin avant que la cloche sonne. Projet collectif, collaboratif, donc évidemment, il n'y a pas assez d'appareils pour que chaque personne ait son appareil. Donc, travail d'équipe, c'est sûr que ça se produit également dans un lab créatif. Des projets personnels. Donc, ça, c'est une bonne porte d'entrée, je pense, pour dire aux gens, ben écoute, ça te tente d'avoir une chemise avec un logo brodé, ben, il y a une brodeuse numérique, on va essayer de voir ça. Donc, c'est un projet personnel. Je ne ferai pas tout de suite des liens avec le programme ou autre avec ça. Donc, on va aller passer par cet aspect-là. Et évidemment, les classes. Donc, tantôt, j'ai un de mes collègues qui va venir jaser un peu de ce qui se passe ici. Ben, c'est des classes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a toutes sortes de projets qui sont lancés pour faire des choses aux élèves.
Un terrain de jeu, donc vous pouvez écrire en passant dans la page, là, je vous ai donné les droits d'écriture. Donc, un terrain de jeu, oui, c'est le fun. Il faut que ça soit le fun de venir au lab créatif. Ici, tantôt, mon collègue me disait que la semaine prochaine, le lab change de polyvalente et les élèves sont tristes que ça parte. Ben, c'est un terrain de jeu, ils aiment ça venir, ils découvrent des nouvelles technologies qui n'ont pas accès ailleurs. Il n'y a personne en sciences qui a des imprimantes 3D. Ici, il y en a, on est rendu à 8, donc 9. Donc, il y a du matériel pour que les élèves puissent s'amuser pour payer. Un espace de liberté, le mot liberté est important pour démarrer. On enlèvera un peu de liberté quand on voudra effectivement développer quelque chose du programme. Quand je dis enlever la liberté, ben, comme le prof aura ciblé des éléments de programme, évalué, ben là, oui, il faut resserrer un peu l'étau, mais il y a quand même une bonne part de liberté pour s'approprier les outils et autres. Plaisir d'apprendre par soi-même, ben, le lab créatif, on n'a pas le choix. Il faut être un peu autonome, un peu autodidacte. Tantôt, Christine a présenté une boîte. Sur le dessus de la boîte, il y a quelques indications pour comment partir avec le matériel qu'il y a là-dedans. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui t'explique pendant 45 minutes quoi faire avec la boîte. Donc, ça aussi, cette façon-là d'apprendre à apprendre est une approche importante, je pense, pour le lab créatif. Personnel, donc savoir l'intention, je viens de voir le mot intention. Effectivement, on ne va pas au lab créatif, peut-être juste pour voir ben, les imprimantes 3D sont-tu belles? Il faut avoir une intention. Donc, oui, on veut se concevoir une pièce qu'on va intégrer dans un projet. Je veux faire de la décoration pour tel party qu'on a dans l'école. Donc, il y a des choses à faire. On a une intention de départ. D'autres choses, Thomas, André-Caroline, Christine, découverte, exploration. Évidemment, deux mots-clés importants. Donc oui, on essaie de faire découvrir, on explore et ensuite on applique. Donc, on devient fabricant de quelque chose. On fabrique une pièce qui servira à plusieurs reprises. On va faire différents éléments avec ça. Donc, c'est un peu les mots-clés. Donc, vous avez vu, définition, il n'y en a pas une, elle n'est pas unique. À vous de créer votre lab. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Comment vous allez l'installer? Pourquoi? Donc, c'est un espace ou pas. C'est mobile. Il y a des gens qui l'amènent dans leur classe. Tantôt, on avait une question sur le primaire. Ben, oui, au primaire, c'est sûr que je n'amènerai pas nécessairement tous les outils qu'il y a au secondaire parce que, bon, danger et autres, mais il y a plein d'outils numériques qui peuvent être amenés au primaire. Même juste crayon, papier, on amène l'esprit du lab créatif dans une classe. Donc, créer avec les outils qu'on a, pâte à modeler et autres. Donc, ça, c'est sûr que c'est possible également pour le primaire. Est-ce qu'il y a des exemples? Ben, le primaire, quand vous n'avez pas beaucoup d'espace dans vos écoles, vous ne pouvez pas dire tel local, on le prend et on fait quelque chose dedans. C'est plus serré un peu au primaire qu'au secondaire des fois. Même au secondaire, ce n'est pas toutes les écoles qui ont de l'espace. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, à ce moment-là, il faut que je le prépare mobile. Tantôt, en essayant de filmer notre exemple, c'est tout sur roulette, donc je peux amener ça dans le milieu de vie de nos élèves. Je viens de voir Chris Coley qui nous dit qu'il faut que ça vienne de l'élève, pas du prof. Ben, ça aussi, c'est une intention qui est intéressante parce que les élèves qui viennent voir, hey, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils en parlent à leur prof. Hey, avez-vous, monsieur, il y a tel outil qui est en bas là, puis on pourrait-tu faire quelque chose avec ça, etc. Donc, ça part d'élèves, c'est une belle intention également. Donc, définition large, lab créatif, c'est un espace ou non, c'est des outils qu'on met dans un esprit quelconque. Et justement, on est rendu à parler de l'esprit. Donc, c'est quoi l'esprit du lab créatif? Et là, on se rend compte que la langue française, non, en fait, c'est pas ça qu'on va parler, mais tantôt, on vous parle de l'esprit, du mindset. En anglais, c'est clair. Mindset. C'est dur à définir en français. On regardera les noms qui ont été mis là-dessus. Donc là, je donne la parole à André-Caroline Boucher qui va nous parler des approches. Qu'est-ce qu'on fait dans un lab créatif? Puis, au point de vue d'approches qui peuvent être payantes à utiliser, puis que nos élèves auraient qui seraient gagnants, pardon, à s'approprier à l'école, parce que plus tard, ça va être bien utile. André-Caroline. Merci Pierre. Alors, moi, je vais vous parler de l'approche qu'on entend souvent parler sous le terme anglophone STEAM, S-T-E-A-M. Et j'ai fait un petit sondage dernièrement sur LinkedIn et sur Twitter pour savoir au Québec qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour le traduire.
parce qu'on l'avait traduit par Siam, et ben, ça faisait un petit peu bizarre, c'est ça, dans les oreilles. Et justement, à l'automne, on a un participant qui nous a proposé Matisse, et on est tous tombés un peu en amour. Alors, je suis allée chercher l'approbation dans la communauté et on a adopté Matisse. Donc, Matisse, c'est de l'interdisciplinarité entre plusieurs disciplines, maths, arts, technologie, ingénierie, sciences. On sait que c'est une approche qui était existante depuis quelques années, surtout aux États-Unis. Et au début, il n'y avait pas d'art. Quel dommage. Et on s'apercevait que les élèves faisaient plein de projets en mathématiques, en sciences, en technologie, en informatique, mais que c'était pas super innovateur. Souvent, ils vont recréer des modèles. Et en intégrant les arts, on s'est aperçu qu'on a enfin touché ce qui permet la pensée créatrice et la créativité. Pour moi, c'est deux choses différentes, mais c'est deux choses importantes. Donc, l'approche pédagogique Matisse se porte vraiment bien pour supporter justement l'arbre créatif. Donc, on voit ici qu'est-ce que ça développe. Ça développe beaucoup de compétences transversales, hein. On parle peu des compétences transversales. Je fais partie des gens qui croient encore aux compétences transversales, qui est en amour avec les compétences transversales. Donc, créativité, expression, communication, ouverture, sens critique, parce qu'on doit s'auto-évaluer constamment, sensibilité, parce qu'on travaille avec le cœur, pas juste avec l'esprit. Et j'ai ajouté moi-même émerveillement, parce qu'on est dans l'innovation, l'invention. Donc, on est émerveillé justement de tout ce processus dialogue entre l'essai et l'erreur. Alors ça, c'est une approche interdisciplinaire. Je vous montre quelques extraits d'une infographie que nous avions fait avec des collègues du récit qui faisaient la comparaison entre lorsqu'il y a de l'interdisciplinarité seulement en maths, sciences, techno, ingénierie, et quand on intègre les arts à droite, qu'est-ce que ça développe de plus? Donc, on voit l'expression, l'ouverture au monde, le sens critique, qui est beaucoup plus accru. Alors, vous pourrez trouver ces infographies-là sur Internet. Si vous ne les trouvez pas, vous pourrez m'écrire. En ce moment, le récit en art est en reconstruction du site. Alors, il est un peu, je dirais, stérile de ce temps-ci, mais il va renaître très bientôt. Je dirais dans quelques jours. Alors, vous voyez encore ici, qu'est-ce que ça stimule en particulier de plus de travailler avec les arts, et ça m'amène à vous parler d'une démarche. Parce que, on va dire un laboratoire créatif, c'est le terrain de jeu idéal pour travailler, donc de travailler en interdisciplinarité. Bien, idéalement, une classe laboratoire, c'est-à-dire un laboratoire créatif, c'est le terrain de jeu idéal pour travailler cette interdisciplinarité-là. Donc, effectivement, aussi l'approche par projet où c'est l'élève qui va développer son propre projet. Je disais donc que je vous amenais vers une démarche parce que c'est intéressant de laisser la liberté aux élèves. Je crois beaucoup à la liberté, je crois beaucoup au choix, que les élèves doivent faire des choix, pas des choix imposés. Alors, s'ils choisissent un projet, il faut quand même les encadrer. Parce que vous le savez, hein, moi, en tant que prof d'art, si je laisse un thème libre, avec des projets libres, avec des matériaux libres, bien, ça devient le chaos. C'est moins intéressant, c'est moins créatif. Alors, de donner des démarches, des contraintes, c'est là que on stimule beaucoup, beaucoup la création et la créativité. De là, nous est venue l'idée d'exploiter la pensée design, qui est connue surtout encore sous le terme anglophone design thinking, et qui provient, là j'ai fait ce matin spontanément un sketch note que je vous partage en toute humilité. Je l'ai fait sur le coin du bureau avec un bon vieux papier, parce qu'il y a des choses qui sont non numériques, qui sont encore très intéressantes, mais je vais le peaufiner en le numérisant et en le retravaillant avec mon iPad. Donc, avec beaucoup d'humilité, je vous montre, au fond, je voulais prendre des notes pour vous parler de la pensée design qui est aussi un coup de cœur pour moi. Et je me suis dit, ben, il est donc bien beau, moi, ma prise de notes, je vais la partager. Fait que donc, design thinking, ça vient du monde du design industriel, entre autres d'un gars qui s'appelle Rolf Fast. J'ai fait son petit dessin tout à l'heure.
l'Université de Stanford. Les autres penseurs, comme Tim, j'ai oublié son nom, je vais vous le présenter tout à l'heure, on voit une diapo de lui, sont tous aussi des designers industriels. Donc, des gens qui vont à la fois, si vous regardez à droite, faire la synthèse de la pensée analytique, convergente, très rationnelle, et à la fois la pensée intuitive, divergente, qui va sortir du cadre, qui va aller chercher des nouvelles idées. Donc, quand on est en design, il faut que ça soit utile, il faut que ça soit fluide, flexible, mais il faut que ça soit aussi esthétique. Il faut que ça fasse des liens avec, je dirais, ce qui a été fait avant, donc l'histoire de l'art. Donc, il y a tout ce dialogue-là entre pensée divergente et convergente que je trouve vraiment super formidable. Donc, c'est une approche de l'innovation qui vous donne une démarche. À la base, il y a plusieurs penseurs, donc il y a différentes démarches. Comme Rolf Fast, le premier qui en a parlé, lui, il y avait 7 étapes dans sa démarche. Et celle que j'ai vue la plus souvent sur Internet, on a vu celle qui est de 5 étapes. Je trouve qu'elle est assez complète, que j'ai illustrée ici. Si vous regardez, j'ai transformé ce sketch note, ce croquis note, en interactif. Donc, si vous prenez en note ou si vous photographiez le Geniali qui est en bas, vous pourriez le voir interactif. Donc, vous cliquez sur les petites loupes et vous allez en savoir plus. Mais je vais vous les définir ici. Donc, en anglais, on dit empathize. Là, je ne suis pas sûre que j'ai un très bon accent anglais, excusez-moi, mais je l'ai traduit librement par ressentir. Puis je dirais que cette première étape-là de cette démarche-là est ce qui la singularise le plus. C'est-à-dire que dans la pensée design, on a une approche client. On pourrait dire, nous, à l'école, des destinataires. Donc, quand on va créer un projet, un objet, on va penser à qui ça va s'adresser. Donc, on va questionner notre destinataire ou notre client, ou j'ai entendu aussi le mot porteur d'intérêt, vous l'appellerez comme vous voulez, mais par exemple, je vous donne un exemple concret, 2 exemples concrets. Comme projet personnel, je voudrais inventer un robot qui va plier les boîtes de carton, qui va couper les boîtes de carton pour les mettre plus facilement à la récupération, parce que ça prend de la place, une boîte carrée. Ou j'ai le goût de faire une marionnette interactive qui va donner une espèce d'émotion avec ses yeux selon la luminosité. Donc, j'ai 2 exemples, dont une je vais vous montrer tout à l'heure de façon concrète. Alors, je vais questionner les autres élèves, les autres profs, la direction, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir se promener dans les corridors, est-ce que c'est un robot sympathique, etc., efficace, voilà. Donc, il faut questionner, prendre des notes avant tout définir justement la problématique. On voit la deuxième étape, définir la problématique clairement. Imaginer ensuite de ça plusieurs hypothèses. Donc, on est brainstorming, tempête d'idées que vous connaissez bien. Et l'étape suivante, qui est vraiment très propre au lab créatif, c'est prototyper. Donc, faire un prototype de la marionnette interactive, prototype du robot récupérateur, et de voir si ça marche. On le teste, et après, pourquoi ça tourne, c'est qu'on va redemander à nos clients ou à nos destinataires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que ça vous dit? Et on pourra réajuster à ce moment-là. Donc, c'est une démarche calquée sur le marché du travail. Et vous savez, en éducation, on est des formidables, on détourne, hein, on utilise une démarche qui appartient au design industriel, puis nous, on la détourne à l'école pour en faire quelque chose d'encore super formidable. Ici, j'ai trouvé une infographie en anglais, mais je trouvais qu'elle était intéressante où on démystifie un peu justement le design thinking, la pensée design, qui, au fond, qui demande est-ce que c'est juste pour les projets de design? Non, comme je viens de vous le dire, ça s'applique à l'école. Et est-ce que c'est juste une démarche? Non, c'est vraiment une pensée philosophique d'innovation. Voilà, c'est ici que je voulais vous montrer le petit monsieur Tim Brown, je pense. Vous avez vu sa photo. Lui, c'est celui qui a beaucoup fait la promotion. Oui. C'est ça, qui a fait beaucoup la promotion du design thinking. Beaucoup pensent que ça vient de lui. Et c'est un designer aussi industriel. Je t'écoute, Christine. La compagnie IDEO. C'est qu'ils ont mis leur démarche. C'était une compagnie de design industriel, puis sont devenus très populaires
pour aider les compagnies dans la démarche. Alors, c'est pour ça que c'est eux qui portent un petit peu le chapeau là, de design thinking, parce que maintenant, leur compagnie travaille beaucoup plus sur la démarche et aider les gens à repenser, à innover. Ouais. Alors, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour aussi. C'est une démarche ici que vous pourrez revoir là, comme d'une autre façon, plus chronologique, où vous retrouvez les termes. Moi, je les avais mis en verbe. Ici, on les voit en nom. Donc, une autre façon de voir les choses. J'espère que ça vous a donné le goût d'utiliser des démarches. Il y a d'autres démarches d'innovation qui existent dans le monde. Hein, ce n'est pas le seul. Par exemple, celle de Graham Wallace, qui est une démarche d'invention, création, innovation, qui est assez utilisée aussi. Alors, soyez ouverts, puis allez fouiller pour donner quelques cadres, quelques outils à vos élèves. Donc, ça fait partie de la boîte aussi. Merci. Merci André-Caroline. Donc, on est rendu dans la partie où on va vous présenter, on va essayer là, de mettre juste les caméras à l'écran parce que ça va agrandir un peu la chose. Donc, première des choses ici, nous autres, on est en Beauce et de chemin, donc tu peux venir, Étienne. Je vous présente un peu le lab et la personne qui vient avec le lab, ici Étienne Roy, un CP. Donc, vous voyez, là, ici, on a installé nos imprimantes 3D qui sont installées sur des... je fais remarquer, là, oui? Correct. Je fais remarquer les roulettes, donc c'est sur des chariots, parce que nous, on a je vais mettre ici, on a à les transporter, donc toutes chariot roulettes, les tiroirs, évidemment, vont servir à mettre du matériel, donc que ce soit pour le découpe vinyle, les pièces Arduino et autres. Donc ça, c'est le coin imprimante 3D. Ensuite de ça, on va avoir un coin ici robotique. Donc, vous avez tout installé avec des tiroirs pour le matériel électronique qu'on utilise et autres. Et vous avez un coin ici, découpe vinyle. Donc, le carré blanc qu'il y a là, c'est une découpe vinyle qu'on va utiliser beaucoup avec les élèves. Je peux ouvrir la porte. Et dans le local, ici, donc on est à la polyvalente Saint-François, polyvalente Benoît-Vachon, pardon. On s'est installé dans le trafic. Donc là, vous voyez, de l'autre côté, on est dans une genre d'air, une salle où les élèves viennent travailler entre les pauses et autres. Et on a installé des tables sur nos boîtiers de transport. Donc, on est dans le trafic pour différentes raisons, donc intéresser les élèves à venir poser des questions et autres. Donc, Étienne, moi j'ai 2 questions à poser. Étienne Roy, ici, donc conseiller pédagogique en Beauce-et-de-Chemin. C'est lui qui a été comme le responsable de mettre en place ce lab-là. J'ai 2 questions pour lui. Première question, parce qu'il y en a tantôt qui posaient la question. Combien d'élèves on amène dans un lab créatif? On amène 8 élèves à la fois ici. Je peux parler plus fort, je pense. Donc, on amène 8 élèves à la fois. Normalement, notre lab créatif, il vient avec un animateur. On a quelqu'un qui est responsable du lab, qui est à temps plein au lab, qui va en classe avec l'enseignant, préparer l'activité, qui va l'animer et qui revient faire l'activité avec les élèves au lab créatif, au CréoLab. Le mot d'ordre, c'est la classe continue durant ce temps-là. Donc, l'enseignant il a différencié son enseignement pour que les autres élèves aient des tâches à faire pendant que les 8 élèves viennent faire leur activité au CréoLab. Donc, vous aurez compris que la Beauce et de chemin ici, la commission scolaire, on investit plus que du matériel. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'il faut penser dans vos milieux, c'est-à-dire qu'une personne, ici, elle est à temps plein dans le lab, elle pourrait être à temps partiel, c'est au choix, à priorité, mais il y a une personne, donc c'est de l'humain, c'est pas tout de placer du matériel dans un local et dire, OK, c'est parti. Les personnes sont importantes, donc ça permet, entre autres choses, de ne pas avoir trop d'élèves, parce que tantôt il y a la question, est-ce qu'on s'en va à 30 dans un lab comme ça? Ça vous prend de l'espace si vous pensez être 30. Là. Ceux qui ont les profs de sciences, on le sait, les ateliers sont énormes. Ben, c'est parce qu'il y a du monde, ça bouge, fait qu'il faut faire attention. Donc ça, avoir une personne. L'autre chose ici, lab créatif, c'est mobile. C'est quel prof qui utilise le lab? C'est-tu
juste sciences ou il y en a d'autres? Au départ, on avait conçu le lab on l'avait pensé pour les profs de sciences et de maths, puis l'an passé, on a été surpris. Le lab, nous autres, ce qu'on a fait, on s'est installé tranquillement, on a laissé la porte ouverte, on a entendu que les gens viennent nous voir. C'est les enseignants d'adaptation scolaire qui sont arrivés en premier, qui ont flairé le magot, je dirais, puis qui ont commencé à faire des activités avec les élèves. Par la suite, les profs de sciences, les profs de maths, les profs d'art, les profs d'univers social, donc tout le monde a sa place au CREA-Lab. Donc, c'est pas juste pour les maths sciences, ils sont venus. Et je ne sais pas si vous avez noté, là, mais les élèves en adaptation scolaire, c'est peut-être une piste intéressante pour leur faire toucher au numérique autrement que dans une classe. Parce que la classe, on vise plus le français, la maths, la science. Lab ici, il y a peut-être d'autres choses qu'on va viser avec ces élèves-là. Donc, ça peut être une piste intéressante. Vas-y. Je rajouterais, on parle des élèves d'adaptation scolaire. On a des élèves qui venaient sur l'heure du midi faire des projets personnels. Puis pour moi, ça me parle d'un élève en difficulté d'apprentissage qui prend son heure du midi pour venir dans une classe, dessiner, puis fabriquer un objet, qui prend son temps personnel pour ça, comme facteur comme indicateur de persévérance scolaire. Moi, je trouve que c'est wow. Yes. Donc, ça, c'est notre lab ici à Beauce-et-Chemin. Ce lab-là se transporte aux 6-7 semaines d'une polyvalente à l'autre. L'an passé, on l'a mis en place. Cette année, c'est la première polyvalente ici à Sainte-Marie. Il s'en va dans d'autres polyvalentes pour le reste de l'année. Comme il y a une popularité, nos patrons, Étienne, a graffiné pour pouvoir se faire un deuxième lab mobile. Notre idée, c'est qu'un jour, notre rêve, là, quand on se met à rêver, qu'il y en ait une par école, par polyvalente, puis qu'on ait aussi au primaire quelques élèves qui peuvent participer à des labs comme ça. Donc ça, c'était notre exemple ici en Beauce-et-Chemin. Je vous présente mon nouveau collègue au Service national maths sciences techno. Bonjour. Marc-André Mercier, spécialiste de plein d'affaires, entre autres le 3D avec les imprimantes. Donc, il va également travailler avec nous autres en lab créatif là, pour améliorer et vous aider à votre milieu à s'en mettre, à en démarrer dans votre milieu. Thank you. Donc, messieurs, dames, learn votre lab à vous. Ça ressemble à quoi? Puis c'est-tu le fun? C'est intéressant parce que ça, c'est une grande salle de conférence qu'on avait transformée durant les jours créatifs. Vous voyez en arrière tout notre stock dans toutes sortes de boîtes. On avait montré, on a beaucoup de boîtes comme ça pour chaque sorte de projet avec, comme vous avez expliqué, des fois, il y a une carte là-dessus avec qu'est-ce qu'on peut faire à l'interne de cette boîte, un défi ouverte qui commence l'élève de faire quelque chose. Quand on fonctionne ici, je vais scanner avec la caméra un petit peu. Vous voyez les créations des personnes sur les tableaux en 2D, 3D ici, mais on ne voit pas beaucoup de choses. C'est un espace qui est polyvalent. Alors, c'est encore utilisé pour des rencontres des fois. Alors, il faut avoir la possibilité de serrer nos bacs. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a du matériel qui reste ici. On a du matériel qui va dans les bacs qu'on transporte pour aller dans les CS, dans les colloques, on était au Mini Maker Faire à Concordia vendredi et samedi. Alors, on avait des bacs avec nous, mais il y a du matériel qui reste ici aussi, où on fait de l'expérimentation, que les profs, des fois des élèves peuvent venir. Des fois, on a jusqu'à une vingtaine de personnes. Alors, nos tables sont sur des roulettes et puis on réorganise les tables aussi, les chaises. Puis souvent, on se retrouve aussi dans les corridors et ailleurs. Ça, c'est une expérimentation qu'on est en train de faire avec des jeux de lumière. Alors, c'est un projet en cours. C'est vraiment un exemple d'un espace créatif l'expérimentation. pop-up. Ouais. Comme ça, avec les boîtes, on peut aller dans les écoles, pas avec toutes nos boîtes, mais avec une réunion des profs de l'école. On choisissait quelques défis et on va dans les classes avec les profs et ses élèves de fonctionner. Faire un petit peu d'expérimentation pour voir où ils veulent s'en aller aussi. Parce que souvent,
Les gens achètent beaucoup d'équipements. Si on regarde un petit peu là, dans la pensée design, si on pense à nos élèves, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va vraiment les intéresser, les apprivoiser. Alors, on peut commencer avec un petit peu de matériel et après rajouter. On a une imprimante 3D. Notre collègue Chris, qui est à Dunham aujourd'hui, nous demande où sont les imprimantes 3D. On en a une, mais elle est en arrière dans notre salle. On n'a pas beaucoup d'espace. de Il faut techno. trouver des petits coins pour des choses comme ça. C'est ça. Alors, on fait de l'expérimentation aussi avec des microcontrôleurs, Arduino. On construit des choses beaucoup avec le carton. C'est vraiment, on a du matériel, on sort le matériel qui est plus techno et le matériel de tous les jours, là, comme le carton, la colle et puis le matériel d'art. On met tout ça ensemble, en fin de compte. Alors, ça vous donne une idée, c'est vraiment un labo là, pour faire de la formation pour les profs et puis pour nous. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu 2 labs différents. Le nôtre ici était classé. Le leur, il y a du ménage à faire. Les jolies portes, là, tout d'un coup. Taper les portes. C'est une bonne idée d'avoir, effectivement. Donc, c'est ça, le créatif, dans le fond. Selon le matériel, l'espace que vous avez, il faut que ça soit sur roulette ou pas. Donc, c'est des choses à penser. Pour ça, parcours de formation du lab créatif, vous avez des pense-bêtes. Vous pourrez aller voir sur le lien que je vous ai mis là, à quelques reprises dans le clavardage pour trouver l'information. Donc, vous avez également sur le site, là, donc ici, laboratoire créatif, des exemples. Vous avez des liens vers des différents laboratoires qui existent. Ils font habituellement tous un site web avec leur lab. Donc, pour dire un peu qu'est-ce qui se passe, partager les productions, ce qu'ils fabriquent et autres. Donc, ça peut être une belle petite visite à faire sur le lien qu'il y a là. Donc, ça, c'était les exemples qu'on voulait vous montrer ce matin. Il y en a d'autres. Allez en visiter un. Vous pouvez même demander de venir visiter là, en Beauce, Québec, Musée de la civilisation en a un. L'Urne est sûrement ouvert aussi à vous faire visiter ça. Commission scolaire, pardon, Marguerite Bourgeois qui en ont 8. Contactez-les. C'est sûr qu'il y a sûrement quelqu'un qui peut vous faire une visite. Donc, vous avez un médecin en place dans votre milieu, ben, profitez de l'expertise de chacun. André-Caroline, ici, voulu mettre un exemple en art. Je te laisse en jaser 2 secondes. Oui, ben moi, je dois rendre hommage à Christine et à Thomas. C'est eux qui m'ont initié au laboratoire créatif il y a 1 an. Et j'ai eu un vrai coup de cœur. Et ce qui m'a le plus fasciné, c'est la machine à coudre. Alors, j'ai trouvé ça facile. Donc, il y avait une machine à coudre avec un gros bac de feutrine et de tissu récupéré. Et d'un autre côté, il y avait de l'Arduino, puis le petit frère d'Arduino, l'Ilipad, qui est un peu comme un électronique robotique qui secoue. Donc, le fil que vous voyez en bas de la 3e diapo, c'est un fil conducteur qui va se connecter. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, l'Ilipad, mais quand j'ai vu couture, mon cœur a fait un gros boom et on a commencé un gros projet, oui. Un gros projet à partir justement de cette initiation-là dans une école primaire où on va créer en art dramatique et art plastique et robotique des marionnettes interactives. Donc, selon la luminosité, les lumières, les yeux vont s'allumer ou non. Donc, il va y avoir un petit module sensible à la lumière et on l'a programmé, on va le programmer parce qu'on est en train de le faire avec Blockly. Donc, les petits microcontrôleurs sont connectés dans un ordinateur et on peut leur faire des choses. Donc, ça a été justement, j'ai vécu ce déséquilibre cognitif-là avec Thomas et Christine qui m'ont accueilli généreusement. Et effectivement, j'arrive, je ne sais pas comment faire de l'Arduino, je ne sais pas comment faire du Minipad, mais comme on dit en bon québécois, j'ai gossé et j'ai aimé. Alors, je vous laisse sur cet petit exemple très simple. L'expérimentation, pour votre information, se fera à Boucherville, puis on invite les gens qui veulent voir un petit peu ce qu'on fait. On peut vous mettre en visioconférence, vous m'écrivez si ça vous tente de voir ça. Merci. Donc, le projet, c'est une marionnette robotisée.
maths sciences techno, quand j'ai appris à coudre, ça m'a fait mal, mais j'ai appris à coudre là, les circuits pour faire fonctionner ce petit robot-là, très différent, une intention différente. Hein? C'est pas un robot qu'on connaît qui va rouler, faire des mouvements dans un labyrinthe, quoi que ce soit. C'est une autre sorte de robot programmable. Donc, vous voyez un peu l'équipement qu'il y a là. Donc, ça aussi, on peut vous former sur ce genre de matériel-là robotique pour vos cours d'art ou autres. Il y a pas mal d'électricité là-dedans. Et comme André-Caroline dit, le petit fil qui conduit le courant, ben, là, je ne suis pas sûr que tout le monde a compris, mais ils ont montré une bobine. Ça vient en bobine, fait qu'on peut faire beaucoup de robots. C'est un petit peu flou, là. C'est bon, c'est une bobine de fil qui conduit. Donc, c'est plus des fils crocodiles ou quoi que ce soit. On utilise ça pour faire quoi? Donc, on peut se faire une casquette qui illumine, qui suit le nord peut-être ou quoi que ce soit. Donc, les possibilités sont très nombreuses. Pour savoir un peu ces projets-là, qu'est-ce qu'on fait dans un lab? C'est quoi les idées qu'il y a? Ben, on a fait un site web, donc laboratoirecreatif.récit.org. Le lien s'en vient dans le clavardage là, on l'avait tantôt, mais je le remets. Donc, on a fait un site web pour justement centraliser les exemples, centraliser de la documentation qui va se faire en lien avec ça. Donc, le chantier du récit, on va continuer à travailler là-dedans dans cette année, l'année prochaine probablement encore. Donc, c'est là qu'on va mettre nos trucs. Vous avez des choses à partager, vous avez un lab créatif prêt, un site web allié, envoyez-moi l'information, j'ajoute ça sans problème dans le site pour vous aider carrément. Donc, c'est vraiment le but de vous aider à mettre en place des choses, de ne pas réinventer la roue. Donc, si quelqu'un a fait un tutoriel sur telle machine, pourquoi le refaire s'il est bon? Donc, c'est un peu l'idée pour ce site web-là. Ensuite de ça, donc, on serait rendu, le chantier, 2 secondes. On travaille sur des tutoriels, de la documentation sur les différents outils, les machines-outils, etc. qu'on peut avoir, les appareils numériques. Donc, on travaille là-dessus au récit cette année. Il y a un chantier, donc vous êtes CP. Allez voir votre service local récit. Votre conseiller pédagogique va sûrement pouvoir vous informer sur le sujet. Donc, on peut travailler avec vous, partager. Donc, on va analyser aussi les imprimantes 3D. Donc, il y en avait comme plusieurs dans la liste qu'on pouvait s'acheter avec les combos numériques. Ben, ils sont toutes équivalentes. Il y en a-tu qui vont mieux que d'autres? Il y en a-tu qui pourraient être ajoutés à la liste? C'est le genre de choses qu'on veut faire cette année au chantier. On veut également donner de la formation en ligne. Donc, vous avez sur Campus Récit différentes formations qui sont déjà présentes, donc en lien avec le laboratoire créatif. Je vous mets le lien directement dans le clavardage dans 3,4 secondes. Donc, ici, je vous amène sur Campus Récit, directement dans, merci Chris, directement dans le document, la formation, pardon. Formation en ligne et il va y avoir de la formation en présence. Donc, si vous avez besoin d'André-Caroline d'aller faire des marionnettes robotisées, vous avez besoin des choses en maths sciences, donc vous nous contactez au récit pour qu'on puisse vous accompagner là-dedans, aller vous former dans votre milieu et vous aider à intégrer ce concept-là de lab numérique, lab créatif, pardon, dans votre milieu, dans votre école, dans votre commission scolaire. Les questions, les commentaires. Donc, on a eu quelques questions tout au long, en tout cas quelques-unes qui ont été posées. Rapidement, donc, on parlait des écoles primaires, donc on l'a répondu tantôt. Donc, les écoles primaires, c'est sûr que ce n'est pas encore la cible, même ici en Beauce-et-Chemin, tranquillement, on va aller vers le primaire. On a comme voulu brasser plus au secondaire pour l'instant. C'est un choix ici. Ça peut être au primaire que c'est intéressant de faire des premiers pas. Aussitôt qu'on a des exemples, s'il y en a dans la salle qui ont des exemples, envoyez-nous ça, on ajoute ça sur le site qu'on vient de vous présenter. Il y avait, on a posé beaucoup la question si, oui, ça tousse en arrière. On a posé la question si, vas-y. Dans le secteur anglophone, en fait, c'est souvent dans les écoles primaires que ça a démarré. Alors, on a des exemples de labs créatifs, de salles qui ont été créées. Des salles, des systèmes portatifs dans une école,
vraiment varié, mais c'est le secteur primaire qui joue plus avec les espaces maintenant, présentement, que les secondaires. Peut-être le mot lab influence l'approche. Ouais. On parle d'un espace créatif en place d'un lab créatif. Comme ça, le mindset d'un lab où ce que ça touche le traditionnel est moins fort. Effectivement. Donc, ensuite, donc c'est ça, les questions, tantôt il me disait, est-ce que c'est enregistré la vidéo? Oui, on va republier en ligne la vidéo de la rencontre d'aujourd'hui, donc vous allez pouvoir réécouter et présenter le concept à vos directions, quoi que ce soit, qui veulent entendre, c'est ce qu'on a pu dire aujourd'hui là-dessus. On a parlé, il y a quelqu'un, Dominique Gagné, qui dit, tu sais, on a investi des places dans une école, puis il y en a d'autres qui sont défavorisés pour faire telle chose. Donc, c'est sûr que il y a eu de l'argent mis, des choix qui ont été faits, des priorités qui ont été mis. Donc, oui, des fois, on dit on aurait dû faire telle autre chose avec l'argent. Malheureusement, heureusement pour les labs créatifs et ceux qui veulent l'utiliser, il y a des sous pour ça. Donc, moi, je me sens pas mal parce que c'est pour tous les élèves. Donc, il faut vraiment mettre une priorité dans l'école. Et les élèves, ça profite à tout le monde vraiment, les labs, quand on les met en place. Puis il y a quelqu'un, Neil Poulin, je pense, qui vient de mettre dans le clavardage, là, bien d'asseoir son intention pédagogique. Donc, effectivement, on veut faire quoi dans ça? Ça sert à quoi le lab? Une fois qu'on est là, les profs qui l'utilisent, eux aussi ont à cibler leur intention pédagogique. Qu'est-ce que je fais avec tous ces matériels-là en lien avec mon programme? Donc, je ne veux pas prendre 4 périodes pour prendre 4 périodes. Je veux faire quelque chose avec. Je veux l'intégrer dans mon programme. Donc, il faut juste prendre le temps de le faire. C'est possible. Il y a plein d'idées possibles à faire là-dessus. Encore une fois, n'attendez pas de voir un cahier tout prêt, dire ben, avec l'imprimante 3D, je fais quoi en sciences de 2? Ça n'existe pas, donc il faut le créer, il faut aller chercher des idées, il faut faire un peu avec ce que ça nous tente de faire aussi comme enseignant, comme CP. Donc ça, c'est le genre de travail qu'on va faire dans les prochaines années, de donner des idées, peut-être des tâches selon les milieux, etc. Là, j'ai vu qu'il y avait des labs qui sont en création un peu partout, donc aux îles de la Madeleine, commission scolaire de Laval qui font des choses. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le clavardage. Là, si vous démarrez des projets, je sais qu'il y en a commission scolaire de la Laurentide, commission scolaire de l'énergie à Shawinigan également, qui vont faire quelque chose de mobile pour aller montrer c'est quoi, parce que une des premières phases, c'est d'informer, c'est ce qu'on faisait aujourd'hui, vous informer sur ce que c'est qu'un lab, comment on fait ça, pourquoi. Donc, c'est peut-être la même affaire à faire dans votre milieu. Donc, ça terminerait ce qu'on avait comme préparé pour vous autres aujourd'hui. La vidéo sera disponible où? Suivez le site récit.qc.ca. Donc, à partir de là, les vidéos seront sûrement liées à quelque part ou recontactez-nous. Donc, là, vous avez nos noms. On va ajouter Christine dans les présentations parce qu'elle a travaillé fort. Donc, vous pouvez nous envoyer le courriel. Aussitôt que c'est prêt, je ne sais pas quand, là, ça va prendre un petit peu de temps pour traiter tout ça, mais on va publier ces vidéos-là. Donc, merci de ceux qui partagent là, que vous faites des labs dans votre milieu. On ramasse tout ça tantôt comme information, puis on essaye de vous aider. Merci beaucoup, Thomas, Christine, André-Caroline, es-tu encore dans le coin? Merci pour d'avoir participé à ce webinaire-là qui avait pour but d'informer le milieu, de vous aider. Merci d'avoir participé avec avec les clavardages un peu. Merci à Chris aussi qui n'était pas là, mais qui était là. Hein. Il nous a aidé à clavarder là-dessus. Donc, merci Chris qui est à Learn également. Donc, merci beaucoup. Mot de la fin, messieurs, dames, Thomas? C'est une bonne début sur une ouverture dans nos écoles, de concentrer encore sur l'apprentissage des élèves dans une façon ouverte. C'était mon style depuis mon départ dans l'éducation et c'est bon de le voir maintenant avec le plan numérique et les labs créatifs. André-Caroline? Ben moi, je vais voler les mots d'une personne que je ne connais pas, mais je vois souvent son nom sur Twitter, Josée Portelance. Elle a écrit « Échouer tôt pour réussir plus vite ». Elle adore ça, j'adore aussi. Donc,
effectivement, quand on est dans un processus d'essai-erreur, autant avoir vite nos échecs pour aller plus loin. Merci à tout le monde. Bye bye. Puis moi, une phrase comme ça qui m'a été dite par un enseignant qui a son lab créatif quasiment personnel, l'école lui a donné un local, mets ton stock là. Il dit les élèves repartent avec des petits succès, donc ils repartent avec du matériel en main, que c'est eux autres qui ont fait, donc que ce soit un coussin, une marionnette, quoi que ce soit. Donc les élèves repartent avec leur création, ils sont fiers, contrairement à un devoir qu'on donne habituellement. Donc, c'est aussi cette idée-là. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Puis, merci aux animateurs là, pour votre aide dans ce beau projet-là de l'art créatif. Donc, on est là pour vous aider. Bonne fin de journée à vous. Bonjour.